What is up, family? We have another Patreon request. We got une partie avec une historienne. Historian. Kingdom Come Deliverance 2. Ça, c'est un jeu. She's got a controller. Ok. Une très belle brigantine, un bâton à feu. Alors justement, on peut s'arrêter pour les bâtons à feu. Un beau bassinet à bésailles, avec des passereaux, comme ceux que vous avez derrière, et un pavois aux armes de Prague, comme derrière nous. Voilà, effectivement, quand vous tirez, quand vous vous mettez un créneau, vous exposez, là c'est clair. On reconnaît avec les doubles contrepoids, là, enfin c'est tiré du dictionnaire raisonné du mobilier français de Viollet-le-Duc. C'est pas mal du tout. Bienvenue dans Culture Pop, la série qui fait le lien entre le jeu vidéo et les collections du musée de l'armée. Et aujourd'hui, nous nous sommes intéressés, grâce à Julie, notre expert en gaming, au jeu Kingdom Come Deliverance 2, qui est un jeu qui se passe dans le royaume de Bohême au début du XVe siècle. Et ça vaut le voyage. Alors, si vous êtes intéressé par ce jeu, et j'espère que ce sera le cas après cette série, eh bien, vous pouvez avoir une réduction de 14% grâce à notre partenaire Games Planet. Et une partie de la somme que vous dépenserez pour le jeu sera aussi un acte de mécénat que vous ferez en faveur de la restauration de la Grande Salle de l'Europe, qui est un des grands espaces du musée de l'armée. Voilà. Donc vous aurez accès à un jeu à un prix intéressant et en plus vous pourrez participer au chantier et à la pérennité de nos collections au sein du musée. We did another one with this game. The game looks great. It really does. It was about the development of this game and the developers explaining how precise all of their details were, right? Inside the castle, it had to be changed a little bit because it was a little too small for them to transform it into like a video animation game. So they had to make it a little larger. Like, they really went into detail. So this is probably the same Patreon. So this is, I guess, the continuation of the game. I don't know. It's a continuation of an explanation of the game. Alors, Kingdom Come Deliverance 2, c'est un jeu qui a été développé par l'éditeur tchèque Warhorse et qui est sorti le 4 février dernier. Donc c'est un jeu de type RPG, donc jeu de rôle, action RPG. Et dans lequel on incarne un jeune fils de forgeron assez modeste qui va se retrouver embarqué dans les troubles de la Bohême du XVe siècle. Donc, les décors déjà sont assez convaincants. À vrai dire, c'est un peu joli sans doute, mais on est dans de la belle résidence rurale, mais les décors sont vraiment très très bluffants. On revient because they worked their ass off, donc sur un événement important et fondateur pour la nation tchèque. C'est le moment où le roi Venceslas est enlevé par son demi-frère Sigismund de Hongrie. Donc il profite de cette période de trouble où le roi est absent pour piller la terre de Bohême et pour faire payer les soutiens de ce roi Venceslas, dont le personnage Henri fait partie. Et qui donc va être le héros que le joueur est invité à incarner, en fait. Exactement. Ah oui, la vue à cheval est quand même pas mal du tout, parce que c'est vraiment très crédible. On a presque légèrement envie de vomir. C'est parfait. What? I've never heard an explanation like that. And I've never heard that be a compliment. OK. On arrive dans le 2 directement dans cette région qui est la région du château de Trotsky, qu'on voit apparaître au loin. Donc je voulais faire une petite balade avec vous pour vous montrer un peu les paysages. Ah ouais, les paysages sont superbes, effectivement. La partie monde, en tout cas, là, tient toutes ses promesses. Ouais. Avant de passer à la partie qui se veut aussi un peu améliorée sur ce deuxième opus, qui est la partie du combat. Donc là, je suis dans un camp de nomades qui est un peu caché en forêt, à l'écart des villes, dans lequel je vais pouvoir m'entraîner avec un maître d'armes. Ah oui, alors là, ils combattent à la grande épée à deux mains. Alors l'épée à deux mains, c'est un peu une nouveauté au XIVe siècle, parce que ça correspond à une période où effectivement les combattants sont de plus en plus équipés d'armure. Et donc pour pouvoir percer... Ah oui, ça fait mal quand même. Bon, alors les étincelles, par contre, là, c'est quand même très théorique. Mais là,
Non, ça faisait pas. Non, en fait, ça n'avait pas C'est un peu d'étincelles. trop chaud, hein. En fait, c'est au cinéma où on met des épées en titane, parce que justement, ça fait des étincelles, mais normalement, pour l'acier, ça marche pas. Ça peut être l'occasion de voir un objet qui correspond à ce qu'ils ont en main, nos amis. En fait, ça correspond à l'évolution du combat au XIVe siècle, particulièrement, puisque donc de plus en plus les combattants vont être équipés d'armures rigides. Auparavant, on avait une côte de maille qui est une armure qui protège, mais qui est souple, et qui souvent résiste mal, notamment aux coups de pointe. Et comme cette côte de maille est recouverte de plus en plus de plaques de métal, comme les personnages que nous avons derrière nous, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les personnages du jeu, eh bien, on va développer des épées à deux mains qui permettent de donner davantage de force au coup. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'épée bâtarde, c'est-à-dire qu'on a... Alors, la poignée est originale, alors je ne vais pas trop la toucher, mais voilà, on peut mettre la main ici, et la main gauche vient en appui. En fait, alors pas une poignée complète, mais elle vient recouvrir le pommeau. Voilà. Et ce qui caractérise aussi ces armes, c'est le profil de la lame qui est beaucoup plus effilé et qui permet effectivement d'avoir vraiment une pointe qui va passer entre les pièces de l'armure. Voilà. Donc là, cette escrime en plus à l'épée à deux mains est une escrime qui est caractéristique et elle va rester longtemps une tradition d'Europe centrale et d'Allemagne. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une grande épée à deux mains ou une épée et un bouclier? Alors, l'épée à deux mains a un défaut, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser à cheval. C'est vraiment une épée de fantassin. Et donc là, dans le cas, on est dans un contexte où on a deux fantassins qui s'affrontent. On a moins de force quand on a le bras gauche, évidemment, qui est occupé par un bouclier. Et en plus, comme les combattants sont de plus en plus équipés d'armure, le bouclier devient de moins en moins indispensable, en fait. D'accord. C'est un point de comparaison avec l'épée que notre personnage cherche depuis le premier jeu. En fait, elle est ici au musée de l'armée. Voilà. Il suffisait de venir dans les salles. De venir ici, en fait. Là, le foyer de la forge est assez crédible. Bien, tant pis. Mais quelle perte de temps! Ça fait partie des nouvelles fonctionnalités du jeu, d'ailleurs, de pouvoir forger soi-même ses épées. Ouais. Alors, petit détail historique, en général, on avait deux soufflets. Parce que donc, en fait, on a deux soufflets qui marchent en alternance, ce qui permet d'avoir un feu continu. Bon, là, ils ont un peu simplifié, mais on est à la campagne. Oui, voilà. On va dire. Donc on voit des fers à cheval, c'est vraiment basique. Mais par contre, pour le reste de l'outillage, et effectivement, cette simplicité de l'atelier, ça correspond bien aux descriptions historiques que l'on a. Ouais. It's a pretty damn good looking game, huh? Alors voyons voir ce qu'il a. Est-ce qu'on peut se procurer? Des haches. Alors on a des choses. Alors ça, là, ça peut être utilisé à la guerre aussi. On a une hache un peu plus militaire, mais voilà, qui correspond à un fer effectivement contemporain. Voilà. À vrai dire, c'est souvent difficile de distinguer pour ce genre d'équipement la hache de l'outil. En général, l'outil est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd, parce qu'il faut fendre le bois, alors que quand on doit attaquer un homme, un fer relativement fin est suffisant en réalité. Alors les marteaux de guerre, c'est ce dont je parlais un petit peu. Alors marteau de guerre, voilà un magnifique exemple là. Pour pouvoir enfoncer des plaques sur des Voilà, ce genre d'instrument qui correspond tout à fait au modèle qui a été choisi, avec une partie qui sert plus ou moins de marteau ici et une partie avec un fer assez aigu qui permet de défoncer les plates des armures. Et ça, c'est quelque chose qui est typique de la période? Typique de la période, qu'on retrouve aussi encore au XVe et au début du XVIe siècle. En type d'armes lourdes, on a aussi des masses. Alors la masse, la forme me suggère quelque chose. Voilà, alors c'est un objet qui paraît très simpliste. Hein. C'est une petite. Alors, ce sont des objets qui ont souvent été qualifiés d'antiques. En réalité, on en trouve aussi bien dans l'Antiquité qu'à l'époque médiévale. C'est juste un petit bracelet de bronze ou de fer avec des pointes. Well, they thought of everything, you know. That's where they had those crazy torture devices as well in the medieval times. They had some crazy shit to torture people with too. Picture that little bracelet, but picture that 100 times bigger, and then picture somebody, their back is on it, and they're just getting rolled back and forth. Yeah, it's like, you gonna tell me where the king is now? Oh, you not? Okay, keep rolling. How about now? You want to tell me where the king is now? Yeah, eventually you'd say, yeah, I'm gonna tell you where the hell he is because I can't take it no more. It's too much. Yeah, they were fucking crazy back then. We crazy today. Now we said, you know what? Why make armor and weapons when you could just make bombs? Yeah, I know.
fixé autour d'un manche I know. et qui permet littéralement d'assommer en fait l'adversaire. Ah oui, Voilà, ça paraît assez petit. ça paraît Oh, petit, rudimentaire, moins impressionnant, moins monumental. En fait, c'est un objet qui doit rester léger. Voilà, c'est quand même un objet un peu simpliste. Mais c'est pas étonnant de le retrouver dans un forgeron. Donc c'est un forgeron petit de village, ouais. Nouveauté aussi de cet opus, c'est les armes d'Ast. Ouais. Alors là, on va avoir des choses un peu plus simples que ce qu'on pourra retrouver en fin de jeu. Alors le glaive, ouais. Le glaive, ça ressemble, il me semble, à quelque chose Ouais, qu'on va avoir derrière. le glaive, alors vous en avez un derrière, c'est ce qu'on appelle en France le vouge. Ah. Je crois que je vous en ai sorti un. Il est là. Le glaive, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le glaive romain. En fait, c'est un couteau très solide, emmanché, avec un seul tranchant, avec quelquefois un contre-tranchant sur une partie du fer. Voilà. Et alors le glaive est souvent monté sur une hampe, qui est une hampe à plusieurs pans. Elle n'est pas ronde, soit elle est quadrangulaire, soit elle est en forme de losange, disons, parce que ça sert également d'antidérapant. C'est une arme solide, sobre, hein, efficace, et qui souvent montée sur une hampe assez courte, parce qu'on fait une véritable escrime avec, en fait. Ah oui. Voilà. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les films. Non, où on voit quelque chose souvent très très haut, très démesuré. En fait, c'est des armes qui sont destinées à être manipulées au corps à corps, quoi. Donc, dans un fort retranché, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou au moment où vous avez une brèche entre un rempart, pour attendre l'ennemi qui va évidemment se précipiter par la brèche, on l'accueille avec des choses comme ça. Il y a aussi un système de rechargement qui paraît assez... Ah oui, alors qui paraît... Alors c'est le cas des arbalètes primitives qui se rechargeaient à la main. Alors, vous voyez que l'arc est en bois. Alors, en fait, c'est pas du bois. C'est le modèle de l'arbalète que nous avons juste derrière nous, qui est juste pointé sur moi, d'ailleurs, dangereusement. En fait, les bois sont composés, en fait, ce sont des arcs dits composites. C'est-à-dire que le bois, on met à l'intérieur de l'arc, on met une matière qui résiste à la compression, et à l'extérieur, une matière qui résiste à la flexion, à l'étirement. Donc en fait, c'est une sorte de matière contre-collée. Donc souvent, du bois, des tendons, de la... I keep looking at her face and her eyes. And you could tell, she's like, ah oui? Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est très intéressant. Wait. Quoi? I mean, are you still talking about the same blade? Okay. Wait. You can tell. Well, anyway, doesn't matter. Corne, etc. Et le tout est recouvert d'un parchemin, fortement encollé. Donc en fait, on fait une sorte de contreplaqué, si vous voulez. Alors, les arbalètes les moins puissantes, on peut les charger à la main, comme le fait notre personnage. Voilà, là on le voit. Shoot the horse. Just to see what would happen. Not to be evil. But I would shoot the horse just to see what would happen in the game. You know, in real life, I wouldn't do it. But in the game, I'd say, what happens if I shoot the horse? Yeah, that's when I play games. I do shit like that. I don't know why. Avec des gantelets. La visée est pas mal, hein. Ouais. On est vraiment... Voilà, on voit à quoi ressemble notre personnage. Ouais. Et avec la détente, effectivement, sous l'arbalète, là, qu'on va retrouver sur notre exemplaire. Ouais. Alors le mécanisme c'est le début du jeu, donc c'est une arbalète assez rudimentaire. Assez rudimentaire, ouais. Le mécanisme n'est pas très détaillé, ouais. Là, la portée n'est pas très puissante parce que une vraie arbalète, ça arrête un cheval au galop, hein. C'est quelque chose de très très puissant. Je crois que je devais avoir un arc aussi à vous montrer si on reste sur les armes de distance. Là aussi, c'est-à-dire que la prise en main du jeu, enfin moi je vois par rapport à la position du terreur, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la position effectivement de l'archer. Alors, sauf qu'en réalité, un archer ne peut pas tenir la pose comme ça aussi longtemps, puisqu'il doit tirer et viser en même temps. Là aussi, tirer à l'arc avec des gantelets, c'est pas très rationnel, parce qu'en fait, la corde, quand elle va arriver sur le poignet, va accrocher le gantelet. Oui. Bon. Passons. Normalement, on porte un brassard. À la hanche. Et le carquois à la hanche, ouais, qui est crédible, ouais, plutôt à la hanche. Parce que c'est ça qu'on voit dans les films très souvent. Dans les films, ouais, non, c'est plutôt le carquois à la hanche. Okay. Voilà, je l'ai mis en pause. Il peut rester comme ça indéfiniment. Ouais. On va arriver dans les armures. Ça aussi, ça nous intéresse. Et même une dague. Ah oui, alors dague. Alors là, la forme de la dague telle qu'elle est donnée est relativement simpliste. On en trouve, hein, on trouve des dagues simples. La vraie dague de combat au XIVe siècle, ça ressemble à ça. C'est ainsi. La dague à la rouelle,
qui est en fait une Ah oui, ça assez ressemble longue pas du dague Yeah, it's very long. avec une forte lame avec un dos très épais, en général une section triangulaire. Et c'est vraiment une dague qui est faite pour percer les pièces d'armure. Voilà, Là, je peux on est même dans- vous faire une petite démonstration si vous voulez, du charisme. Voilà, un chariot rempli de choux. All right, stab him. Et donc le malheureux cultivateur de choux. Voilà. Ah bah voilà, carrément. Non, bah sûrement. Ouais, la dague Porter son effectivement corps, est aller courte. cacher son corps Ouais. They steal all of his fruit. derrière son chariot. Take it off. Voilà, on vient d'assassiner un paisible producteur de betteraves. Voilà, Voilà. bravo. Bravo. Je sais pas s'il y a des choses qui vous interpellent. Voilà. Alors oui, alors la cuirasse, malheureusement, je ne peux pas vous en montrer une parce que nous n'avons pas la chance d'avoir des cuirasses complètes. En fait, alors la brigandine, c'est intéressant parce qu'on est dans ces armures de transition. Alors vous en avez des exemples derrière nous. Là, vous avez justement une brigandine complète en cuir. Alors, qui est une pièce plus récente, hein, on est à la fin du XVe siècle ici, mais le principe de la brigandine, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un gilet de cuir ou d'étoffe doublé intérieurement de lames de métal. On ne les voit pas, en fait, on ne voit que les rivets qui servent à la fixation de ces dizaines de petites lames métalliques qui sont en fait contre le corps. Alors, on en a une très belle dont on voit l'intérieur ici, qui est une pièce du XVe. Je ne vais pas la manipuler parce que c'est très lourd. Hein. La brigandine, c'est une armure qui pèse une bonne dizaine de kilos. Ça paraît une armure légère, en réalité, c'est assez pesant parce que les lames se superposent les unes les autres. L'avantage, c'est qu'une brigandine, c'est relativement facile à forger. Ça ne demande pas d'avoir des compétences de forgeron extraordinaires. Et en plus, on peut adapter la brigandine à la taille du porteur sans problème, puisqu'il suffit juste de fixer évidemment les lames par des rivets aux dimensions du corps du destinataire. Je vais vous montrer une lame de brigandine qu'on va retrouver d'ailleurs dans le jeu. Sur le torse, on va vite porter des lames qui ont une forme très particulière. Vous voyez la découpe pour les bras ici. Là, c'est une lame authentique, donc, qui a été démontée de sa brigandine. Vous avez encore les traces des rivets et le textile qui servait donc d'accroche, en fait. Et alors, ces lames, comme elles sont près du corps, parce qu'il n'y a pas de doublure, c'est posé directement sur votre vêtement, en fait. À l'intérieur de la brigandine, les lames sont apparentes, et du coup, elles sont étamées, elles sont recouvertes d'étain, comme une casserole, de façon à éviter l'oxydation. Puisque c'est vraiment contre le corps, et donc vous avez de la sueur qui, après le combat, se dépose. Une brigandine est trempée, littéralement, quand vous l'enlevez. Et alors, les combattants nobles portent une cotte de maille, et par-dessus, ils vont porter, là vous en avez une évocation avec ces deux grandes plaques là qui sont fixées, sous un gilet de cuir, c'est ce qu'on appelle la cotte de plate ou à plate. Les plates, ce sont ces plaques métalliques rigides, et qui au départ n'étaient pas apparentes. D'où l'importance, et ça on le voit dans le jeu, des parements textiles, parce qu'en fait, on met par-dessus des parements textiles qui dissimulent en fait les défenses métalliques. Et alors, la vraie révolution se fait dans les années 1380, à peu de temps avant finalement la période qui a été choisie pour ce jeu, où vous avez la cuirasse, qui est une coquille de métal d'un seul tenant, qui va couvrir le torse. Malheureusement, on n'en a pas. Et on trouve les premières cuirasses, effectivement, dans les années 1380. C'est la naissance de l'armure complète, quoi, en fait. Voilà. Et la plus ancienne cuirasse, elle est conservée à Cherbourg. Et d'ailleurs, en regardant les images du jeu, j'ai dit « Ah, celle-là, je la connais. Ça copie la cuirasse de Cherbourg, qui est une cuirasse connue, avec des bandes de laiton gravées. Enfin, je pense qu'on la verra au cours de nos déambulations. » Il y a ces petits inserts picturaux là, alors qui font très 19e siècle, hein, très troubadour un peu. Là, on est dans l'univers médiévalisant, disons, mais ça fonctionne bien, c'est assez pictural. Voilà le bailli. Moi, je vais aller chercher mon cheval. C'est vrai que les décors, là, les petits enclos, le fait d'avoir des galeries qui traversent les maisons, il y a plein de petits détails comme ça, alors qui paraissent rien du tout, mais en fait, c'est pas mal. Hein. C'est bien, c'est logique. Les maisons sont un peu belles pour des maisons rurales. Mais bon, avec des maisons à étage notamment, c'est quand même très rare hein, en campagne. Ça, c'est l'auberge. L'auberge, ouais. C'est pas mal. Les mouvements du cheval, j'avoue que, ouais, effectivement, la sensation, là, quand on commence à... C'est pas mal du tout. Les routes sont quand même remarquables dans le royaume de Bohême au XIVe siècle. Hein. Franchement, il n'a pas plu depuis longtemps. Ça n'a pas plu depuis longtemps, oui. Non. Mais ça, je sais pas trop de qui il s'agit. C'est un bandit. Quoi? Bien tenté, fils de chienne.
Oui, oui. Alors lui, il a une sorte de masse d'armes ou de bâton ferré, ouais. Voilà, alors, tous les... Il n'y a pas beaucoup de préavis, hein. Ah oui, alors là, il utilise son pavois pour se défendre. Oh, Oui, Un petit coup d'épée de pointe, bien posé. Ah, alors le personnage à gauche, il a un bassinet à bretèche. Alors, bassinet à bretèche, c'est-à-dire qu'il a en fait, voilà, un bassinet. Voilà, on le voit, ah, parfaitement. Un bassinet, c'est-à-dire ce casque qui couvre la tête, et avec la bretèche, qui est une sorte de nasal articulé qui est accroché au camail et qui vient se cheviller sur le front. C'est un peu obsolète. C'est vraiment une pièce très 14e siècle, voilà, avec le camail fixé. Ah, c'est quand même pas mal fait, parce que ça ressemble vraiment à ça. et ça ferait sens que des bandits aient trouvé des pièces Oui, un peu oui, obsolètes, c'est une pièce un peu obsolète, et là, comment dirais-je, le modèle est vraiment parfait, quoi. D'ailleurs, il se bat avec un Messer, qui est ce Oui. couteau qu'on évoquait tout à l'heure, à tranchant unique, donc qui est une arme plutôt de paysan. it's unbelievable that these are games, right? I mean, how we have advanced since the Atari 2600, huh? We have advanced quite a bit. It really is amazing. It's like games are like movies now. Movies you could play. Ah, c'est mon That's personnage how avec good ça. they Oui. look. On va Crazy. voir. Alors, le pavois est un peu grand pour ce genre de pratique d'escrime. C'est fait vraiment pour être posé devant soi. Quand vous tirez à l'arbalète, par exemple, vous vous mettez derrière pour recharger. Alors, c'est pas tout à fait celui-là, mais il y a une forme très, très tchèque du pavois. On en a deux exemplaires derrière nous. Le pavois tchèque, le grand pavois tchèque traditionnel, c'est un pavois, en fait, alors ce sont des protections qui sont lourdes, hein. On ne peut pas les porter sur le dos comme l'exemplaire que vous avez là, qui est un exemplaire un peu allégé, parce que là déjà le porter à bout de bras, c'est un effort notable. Et alors celui qui est derrière vous, Julie, c'est un pavois qui est vraiment important parce que c'est une pièce. On est au début du XVIe siècle, donc Ah, on oui, est on peut bien savoir après ça. évidemment la période évoquée par le jeu, mais on est pour le coup dans un objet qui est en relation géographique directe avec l'espace dont on parle. C'est un pavois qui a été pris par Maximilien Ier, empereur germanique, lors de la prise de Ratisbonne en 1504. Et il se trouve que Ratisbonne était défendue par des contingents tchèques. Et d'ailleurs, il y a une inscription en bas apposée à la demande de Maximilien qui rappelle le fait d'armes auquel ces armées ont participé. Et il se trouve que c'est un pavois qui est aux armes de Prague. Ce champ rouge de gueule avec les 3 tours, ça correspond en fait aux armes de Prague. Ah oui, en effet, on va le voir. Et on les a vus, je les ai vus dans les images du jeu que vous aviez diffusé. On voit les armes de Prague et j'ai dit mince, même ça on l'a. Faut pas le choix contre nous, merde. Là normalement quand on prend un coup d'épée comme ça dans les clavicules, on n'est plus vraiment en état de se battre. Parce que là, Même avec une armure, alors là pour le coup il n'a pas d'armure notre bonhomme et il a quand même un petit casque. À toi. alors lui oui. Ah oui, Lui, ah oui, vous voulez mais dire. l'autre il s'est pris 2-3 coups à mon avis. Élimine ce fumier, bordel. He would have been dead already. J'aurais pu trouver des insultes un peu plus médiévales. Un magnifique trébuchet. What the hell just... Qu'on va voir en action. Un peu 19e, parce qu'on voit tout à fait la gravure, le dessin de Viollet-le-Duc dont il est tiré. Donc là, on est un peu dans la vieille archéologie médiévale, mais ça, on reconnaît avec les doubles contrepoids là. Enfin, c'est tiré du dictionnaire raisonné du mobilier français de Viollet-le-Duc. C'est voilà. Là, On voit où ils ont fait leur recherche. Ouais, on va faire la recherche, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une référence pour ce matériel médiéval, alors qui est un peu daté, mais qui reste encore en vigueur. Ah oui, une scène de siège pas mal. Ah, avec un petit détail. Oh, petit détail qui est bien. Alors, bah oui, parce que quand on attaque un château, en général, on détruit les faubourgs qui sont autour pour dégager un no man's land. Et là, on voit les maisons en ruine. Le revers des pavois, c'est vachement bien. Lui, il a une cuirasse, c'est quand même un peu chic pour un soldat de cette classe. Une très belle brigantine. Un bâton à feu. Alors justement, on peut s'arrêter pour les bâtons à feu. C'est pas mal, hein. Il y a des cadrages cinématographiques qui sont quand même assez réussis. Enfin, je trouve que ouais, il y a un soin des détails. Même les petites escarcelles que portent les personnages, c'est bien, quoi. Les escarcelles. Les petites bourses. D'accord. Bon, Les poches. lui, sa cuirasse, une cuirasse pleine, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu sophistiqué. On rempart et plus vite que ça. Mon père. Alors je crois que lui, c'est le c'est un noble, normalement.
un bassinet avec visière pivotante. C'est un modèle 14e aussi qu'on trouve avec la visière qui se relève comme ça. Très germanique, mais ça fonctionne. Ouais. C'est pas mal. Ouais, l'influence germanique se fait ressentir quand même Ouais. en Bohème à ce temps-là. Et non, les équipements sont bien. L'autre, il portait un jack qui est une sorte de vêtement matassé qu'on porte par-dessus l'armure. Alors là, il y a un trébuchet en fonctionnement. L'armure de Cherbourg qu'ils ont copié. Voilà. Alors, il est pas mal. C'est vraiment le trébuchet à la Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que... Attention, à couvert! Voilà. Et là, on voit l'effet pas du tout anecdotique de ces machines. Ça fonctionne bien. Ça fait carrément tomber le pont-levis. Ouais. That looks like a Un beau sick bassinet game. à It really bisaille, does. bec de passereau, comme ceux que vous avez derrière. Je pensais à celui-là, en effet. Voilà. Non, l'ensemble est vraiment pas mal. Là, ils sont dans la barbacane, qui est cette espèce de défense. Alors, vous voyez les grands babois tchèques derrière avec le bec. Même modèle que derrière. Voilà. Voilà, le jack, c'est ça. Le jack, c'était cette espèce de vêtement matassé qu'on porte par-dessus l'armure. On en a un magnifique à la cathédrale de Chartres, dans le trésor de la cathédrale de Chartres, qui a appartenu au petit dauphin Charles VI. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, on m'a donné une arbalète. Je vais pouvoir aider sur les remparts. Et si vous voulez parler des armes à feu, tout à l'heure, je crois qu'on va en revoir. Ouais, un peu luxueuse l'arbalète, là, l'arbalète avec l'os gravé. Ah bah voilà, les armes de Prague, là on est juste avec un étendard et un pavois aux armes de Prague, comme derrière nous. Ah oui, regardez, This guy's loving this game. He's excited. Là, on le voit bien on là. le voit bien, il est en face de nous. Voilà, les armes de Prague, ils ont copié sur le nôtre en fait. Pas de... Alors, en réalité, là, il s'expose beaucoup notre personnage. C'est-à-dire que normalement, J'aurais dû reculer un voilà, peu. on se recule et en fait, il y a des défenses en bois qui sont construites sur les merlons qui permettent aussi aux combattants de rester à l'abri. Parce que là, n'importe qui avec une arbalète en face peut vous viser quand vous vous mettez dans un créneau. Donc là, vous êtes dans une position un peu dangereuse. Yeah. It's a game. Relax. It's a game. Faut en jouer, hein, mais Ah, il y en avait là où je les ai pas vus. ouais. Les adversaires sont un peu proches parce que là, ils sont vraiment à très courte portée. Là, ils rentrent. Oh, you got problems. Et là, en général, You have been sieged. quand on attaque comme ça, on se protège avec des machines ou des choses comme ça. Ah, lui, il a une arme à feu. Il faut que je descende. Yeah. Préparez-vous! Tirez! Vous attendez, bordel! Là, on voit tout à fait les pavois qui servent vraiment de fortification, de fortification mobile en campagne. Là, vraiment, on voit à l'intérieur, c'est vraiment ça. Il faudrait que j'en retourne un, vous verrez à l'intérieur, c'est vraiment ça. Avec les poignées croisées comme ça fonctionne tout à fait comme ça. Ah oui. Avec les poignées croisées qui calées permettent de comme ça, passer un piquet un peu plus gros que celui-ci. Mais Et l'arme à feu, l'arme à vous feu, parlez, bah voilà. arme à feu un peu primitive. Alors justement, je bondis. Au XIVe siècle, ça commence. Alors ça commence, c'est même pas du tout une nouveauté, mais ça a cet aspect effectivement extrêmement rudimentaire. L'arme à feu, c'est ça. Alors c'est un simple tube, alors ça peut paraître grotesque, voire rudimentaire, mais en réalité c'est une arme qui est déjà efficace. L'avantage de l'arme à feu, c'est qu'elle a un prix réduit, parce que n'importe quel forgeron est capable de forger un tube, alors que réaliser une arbalète comme celle que nous avons derrière nous est beaucoup plus complexe. Il faut des matériaux différents. Et donc là vous avez une queue, alors là elle est tordue, que l'on cale en général sous le bras, exactement comme notre personnage, voilà. Et de la main gauche, on boute le feu donc sur la lumière avec une petite mèche enflammée, et voilà. Et en fait, c'est précis et ça vous perce une armure à 60 pas. Donc c'est quand même une arme redoutable et qui de fait commence une longue carrière sur les champs de bataille. It's amazing what they thought of, how long, 1,000 years ago, more, like 1,000, a little less than 1,000, but like 1,000 years ago. C'est pas tout à fait la même forme. Alors c'est pas tout à fait la même forme, mais c'est vraiment elle est vraiment crédible. Hein. A little more than 1,000 years ago. Ah, et on voit qu'il allume la mèche. On voit qu'il a eu de la mèche avec une petite mèche. Non, ça fonctionne bien. It's a fun- Alors par contre, ils leur mettent tous des gantelets. Je pense qu'on s'encombrait pas de gantelets quand on devait manipuler un truc comme ça, parce que c'est vraiment pas facile. Le gantelet, c'est quand vous combattez à l'épée, quoi. Vous n'en avez pas besoin quand vous combattez avec
avec une arme à distance. Et l'autre arme à feu que vous... Enfin, c'est une arme Alors oui, il y a un modèle un peu plus gros là que j'ai aussi en main, alors un peu plus lourd, que j'avais repéré celui-là. Ouais. qui est presque un canon à main. Voilà, qui a un canon à main, un assez gros calibre. Voilà, même principe, hein, avec une queue que l'on cale sur le bras. Alors là, par contre, Même forme. Alors, là, don't put it on your leg or knee. Don't like let go, because if you let go, you're gonna stab yourself in the leg. Oh yeah, I hope maybe he will explain why there's a dagger basically sticking out of this thing. il faut l'appuyer sur un affût. Oh, that's for the hand. Why they make it so sharp? Parce que vous pouvez pas tirer à la main, parce que sinon je vais me le faire tomber sur les genoux. Donc vous le posez soit sur un parapet, soit Oh, you can't do it by hand, so so it like sticks into wood or something. sur un trépied, et vous bootez le feu par la lumière qui est ici. Donc voilà. Ouais. Voilà, mais c'est exactement la même silhouette que l'arme que vous voyez ici. Les peintures, les décors héraldiques sont bien aussi. Là, les décors sont pas mal. Non, c'est vraiment ça, c'est très beau ça. Les décors textiles là qui sont sur les boucliers, c'est chouette. Hein. C'est assez dans le ton. Et si vous vouliez revenir sur ce qu'on avait vu dans la cinématique, les casques bassinets. Eh ben, c'est exactement ça. C'est le bassinet dit avec de passereau. Donc ce sont ces bassinets, alors qui sont des pièces. Alors il se trouve qu'on a la chance en Woody Woodpecker. Oh, you guys don't know who Woody Woodpecker is? Oh, never mind. That's Woody Woodpecker. avoir plusieurs au musée de l'armée. C'est vraiment le casque de la fin du XIVe, début du XVe siècle, qui montre déjà le talent des armuriers de l'époque, puisque en fait la bombe est forgée en une seule pièce de métal et la visière aussi. Voilà. Et avec ce profil, alors ce sont des armes de cavalier. C'est-à-dire que le but, c'est de charger à cheval et d'avoir la lance de l'adversaire qui vient glisser. Donc d'où ce profil très aérodynamique qui vient vraiment glisser et qui n'accroche rien du tout en fait, qui écarte le fer de l'adversaire des yeux, et des trous d'aération. Et alors, au début du XVe siècle, on va mettre un camail en métal, enfin une sorte de coltin en métal, comme ici articulé, qui par contre qui donne des problèmes de mobilité et qui vient protéger la gorge, qui est quand même assez exposée avec un modèle comme ça, parce que vous avez que de la côte de maille, vous n'avez rien de... Alors, notez un petit détail, ça paraît anecdotique, mais tous les éléments de distribution du château sont en bois. Parce qu'en cas de siège, on casse tout ça. Parce que le but, c'est de remplacer ces escaliers par des échelles pour que justement l'adversaire ne puisse pas accéder dans les parties hautes, dans les tours. Donc, il y a des petits détails comme ça qui sont bien vus. Alors, encore les armes de Prague, là, avec son bassinet à bretèche. Soldat pragois. Une arme d'ast. Ah bah d'ailleurs, il a la même hallebarde que derrière. Ouais, on peut le regarder un peu. On peut le regarder. Voilà, les proto-hallebardes. Eh ben écoutez, il suffit de se retourner, elle est là. Voilà, elle est là. Donc c'est l'origine de la hallebarde, qui est en fait un simple fer avec un tranchant, une pointe dans le prolongement du fer, et deux virolles qui permettent d'accrocher ceci à une hampe avec quelquefois un crochet derrière. Voilà. These guys really did their research when they made this game. Eh ben vous avez les premières hallebardes, effectivement, qui apparaissent à cette période. Je vais vous montrer une épée classique de la période. On les voit pas vraiment, j'ai l'impression, pour l'instant dans le jeu, mais on va peut-être les voir plus loin. Elles ont un profil très caractéristique, ces épées du XIVe siècle. D'abord, elles ont un quillon très large, avec ce petit retour là aux extrémités, donc très protecteur. Ce sont des épées à une main et demie, comme l'épée à deux mains qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'épée d'une main. J'ose pas parce que j'ai un petit bout de garde qui est exceptionnellement conservé ici. Bon, je vais le faire comme ça, voilà. Et la main gauche peut venir en appui, y compris recouvrir le pommeau. Juste en appui. Et alors par contre, ce qui change, c'est que la lame a un profil complètement différent. C'est une lame qui est devenue une lame rigide, extrêmement triangulaire. Vous voyez, c'est un triangle très aigu, parce que le but, c'est vraiment de percer les pièces d'armure. Donc on utilise l'épée comme un poinçon. Et d'ailleurs, dans les traités d'escrime de l'époque, ce que l'on voit souvent, l'escrimeur, je ne sais pas si on le verra dans le jeu, qui attrape sa lame de la main gauche et qui va enfoncer la lame entre les plaques de l'adversaire. Oui. Et ce geste de porter l'épée à deux mains, y compris autour de la lame, c'est un geste nouveau au XIVe siècle et qui va se répandre dans l'escrime médiéval à partir de cette période. À partir du moment où on adapte l'armure.
Je me souviens que dans le premier jeu, on a une technique, un combo à effectuer qui fait effectuer ce geste pour pénétrer les armures. Les armures, c'est vraiment une invention qu'on trouve dans tous les traités d'escrime de l'époque. Et le fait, alors ça peut paraître paradoxal de tenir une lame coupante à la main, mais en fait c'était vraiment un geste avec le gantelet, avec le gantelet normalement, et qui permet d'augmenter la force du coup. Il y a tout. Il monte par les échelles. Il monte par les échelles, il y a les petites haches, les chapelles. Donc quand on prend d'assaut un château fort... I like the way you fighting like 5 people at once, and the other 4 are just like, okay, I'll wait. I'll wait till you kill my friend, and then we'll try to fight you. But not all 4 of us. We'll each take a turn. We'll each wait and take a turn. So this way you could kill us one by one. Why would we all bum rush you at once? That would be crazy. There was actually one of the comedy videos I watched. Something like, like a video like, why in the movies do they do stupid shit? Like, and that was one of the examples. It's funny, even the game does it. Ça, c'est... Like, look, the enemies are all looking at you while you fighting their friend. Oui, c'est à l'échelle, c'est effectivement un exercice de courage et on essaie de déborder l'adversaire. Bon. C'est pas mal, ça. Alors, les adversaires sont un peu lents. Il faut que je repousse l'échelle. Et alors, surtout, le fait de tourner le dos à un combattant, comme le font certains des adversaires, là, franchement, c'est pas très... It's not very smart. Là, j'utilise une proto-hallebarde pour repousser l'échelle. Pour repousser l'échelle, voilà. Ouais, c'est assez crédible. C'est pas un jeu, effectivement, je me rends compte, pour tous les publics. Parce que c'est quand même assez... Mais bon, c'est malheureusement la réalité de la... Ah oui, oui. Voilà, là, effectivement, quand vous mettez un créneau, vous exposez, là c'est clair. Normalement, il y a des ours en bois avec des meurtrières et vous les évitez, vous exposez. Et effectivement, une flèche perce aisément une côte de maille. Ça, c'est très belle épée derrière, tout à fait bien, parfaite. Non, ça fonctionne bien. C'est assez... avec quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que les effectifs ne sont pas énormes. Et on n'est pas dans les grandes productions où vous avez 10 000 combattants de part et d'autre, en fait. C'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de soldats qui combattent ensemble. Et on est aussi là dans quelque chose de crédible. Alors qu'évidemment, avec le numérique, vous pouvez multiplier les combattants tant que vous voulez. Mais là, finalement, on est dans des effectifs assez réduits. Et ce qui encore rajoute dans l'authenticité, je pense, de la... D'un côté comme de l'autre. Côté comme de l'autre, ouais. On ne pouvait pas non plus produire un nombre d'équipements. Un nombre d'équipements, et puis les garnisons dans un château, c'est une dizaine de bonhommes, quoi. Donc même à l'époque, quand un roi... Juste des dizaines, pas des centièmes? I'm not asking for 10, 20,000, but you gotta have at least 100 people. France réussit à réunir 10 000 hommes, c'est un grand maximum. C'est un grand maximum. Donc on est... Non, il y a plein de choses comme ça qui peuvent paraître anecdotiques ou auxquelles on ne fait même pas attention et qui en fait sont bien pensées. Ce jeu était bien pensé, oui, exactement. Et des moissons non traitées où vous avez des coquelicots et des bleus. Ça aussi, on a oublié ça. Ah, la cuirasse de Cherbourg, voilà. Alors là, c'est le type même. Vous voyez, la cuirasse qu'il porte, l'armure qu'il porte. Eh bien, vous allez au château de Cherbourg. Eh bien, c'est la réplique exacte de cette cuirasse, qui est une des premières cuirasses connues, avec ses bandes de laiton sur les côtés. Voilà. Elle ne couvre que le devant, elle couvre pas le dos. Derrière le dos, vous avez le système de fixation. Mais voilà, c'est une des icônes de l'armure médiévale, 1380. Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps. C'était pour ça que je voulais vous montrer cette partie. Non, parfait. Et derrière, une brigandine parfaite avec les plaques pectorales qu'on a vues tout à l'heure. Le château, magnifique. Voilà, la musique est un peu hollywoodienne, là. Ils eussent pu faire un répertoire un peu plus médiéval, mais bon, voilà. They busted their ass to do this castle, because the castle is destroyed in real life. So they had to rethink how to do it. Yeah, remember the other video? I don't know if you guys saw the other video, but they talked about the castle. Allez, un petit détail, histoire de... It's the whole point of the game. You got to get back to the castle, I believe. Pour la bonne bouche, vous voyez l'archer à cheval. Alors, ok,
Sauf que quand on est un archer, on ne se trimballe pas avec l'arc tendu en permanence. C'est-à-dire que on démonte la corde de son arc et l'arc est soigneusement emballé dans un étui avant toute séquence de voyage. On ne se balade pas avec un arc comme ça à l'époque, parce que l'arc est très fragile. Moi, en tout cas, après quelques heures de jeu, il reste fidèle au premier opus. Ouais. Ceux qui ont apprécié le premier Kingdom Come adoreront celui-ci. Il a été bien amélioré, simplifié pour les combats. Il a rajouté tout un tas de fonctionnalités d'armes qui sont très appréciables. Et voilà, l'histoire monte en tension. Et pour moi, il est à la mesure du premier. Ça vous donne envie de jouer, Olivier ? Oui, tout à fait. Je suis pas un grand gamer, mais il est certain que je trouve que le degré d'immersion est quand même assez crédible. Et à vrai dire, c'est dommage que les créateurs, les réalisateurs de films ne fassent pas autant d'efforts que les créateurs de jeux vidéo. Isn't that true? Isn't that true? Because it could probably cost way more money in an actual movie to replicate than in a video game where you could just, you know, if you're smart, you take some pixels and you create. But in real life, you can't use pixels, you know? Well, maybe you can these days, but I know what he's saying. Donc finalement, le jeu vidéo, j'ai l'impression que ça devient par moment un meilleur vecteur de l'histoire que le cinéma. Il y a un souci des détails et il y a surtout un souci de nous montrer des choses logiques. Alors qu'on est dans du virtuel. Par exemple, là, je sais pas, je vois une image, le cheval, eh ben, vous voyez les petits nœuds qui accrochent le caparaçon sous le cou du cheval. En fait, on s'en fiche. Ouais. Mais c'est là. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une texture qui est flanquée sur un ensemble de polygones. Ça marche, c'est crédible. Ils se sont posé la question, comment on tient un caparaçon autour d'un cheval ? Et je trouve que ce genre de petits détails, auxquels on peut ne pas faire attention, ben, ça renforce vraiment ce sentiment d'immersion, quoi. Les personnages sont divers. Sont divers, ouais. Là, il a tressé la queue de son cheval, Voilà. ce que l'on faisait, l'autre non, enfin, c'est bien, quoi. I wonder what he would say about well, no, that was way later in life, but what's it called? Red Dead Redemption. I think that's what it was. You know, you're on the horse. You're a cowboy. It's a cowboy. It's a cowboy game basically. But ooh, man, the realistic horses and animals and scenery was mind blowing as well. Pas mal. Hein. Oui, puisque le jeu se résume pas uniquement à combattre, acheter de nouvelles armures. Il y a toute une partie qui est la vie au Moyen-Âge. Donc, on a de l'alchimie, il faut aller cueillir des plantes. On peut forger nos propres armes ou participer au commerce, aider les gens dans la ville, participer à la vie à la taverne, jouer aux dés. Oui, non, ça donne envie effectivement de se plonger dans cet univers-là pour faire une sorte de grand voyage au début du XVe siècle. Est-ce que le Moyen-Âge était si violent ? Alors, en fait, le plus violent que notre époque, certes. En fait, c'est vrai qu'un combat à l'arme blanche, de toute façon, c'est épouvantable. C'est-à-dire que là, vous coupez les bras et les jambes. Directement. Au premier coup, vous coupez les bras et les jambes. Donc, vous avez énormément de sang répandu brusquement. En même temps, les occasions de combat, les occasions de guerre sont pas plus fréquentes à l'époque médiévale qu'elles ne sont aujourd'hui, si vous voulez. Et en plus, les effectifs sont réduits, les déplacements des armées sont lents, donc les déprédations, si vous voulez, d'une armée sur un territoire restent limitées par rapport aux grands conflits de masse que nous avons connus, nous, depuis le début du XXe siècle. Donc, on est dans un environnement violent, on est dans un environnement rude. Effectivement, quand vous vous faites attaquer au coin d'un bois par un bandit, ça fait mal. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, ça fait très mal. Mais, en plus, les moyens médicaux sont quand même réduits. Donc, la capacité de survivre à des blessures est beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Mais le monde n'est pas foncièrement plus violent, si vous voulez, ou les mœurs ne sont pas foncièrement plus violentes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et les effets de la violence, même s'ils sont spectaculaires à l'échelle d'un individu, sont certainement moins importants à l'échelle d'une communauté. Voilà. C'est-à-dire que, oui, quand vous êtes attaqué, ça fait mal. Quand on vous attaque à coups de hache, c'est pas beau à voir du tout. I mean, I don't know about you guys, but I would rather get shot in the head with one bullet than to have both my arms cut off, and then maybe
my kneecap and below cut off, and then finally get stabbed in the chest, in the heart, or in the face. No, I'd rather get the bullet in the head. That's it. Because that shit is torture. The way they died, that was torture. So I don't know what he's mean. Like it's not as violent. It's just more or less just as violent as today. Yeah, but it's a different kind of violence. Par contre, on n'attaque pas, on ne tue pas 20 millions de personnes à coup de hache au Moyen-Âge, vous voyez? Well, yeah, now you just need one bomb. Par rapport à nos conflits modernes, en fait. Ouais. Donc malheureusement, sur le plan de la violence et sur le plan de la, comment dirais-je, de la démocratisation de la violence, nous avons fait de nets progrès. Donc Julie, une belle expérience pour vous en tant que joueuse, en tant que gameuse. Oui, absolument. C'est très enrichissant d'en discuter avec vous, en tout cas. Surtout après avoir passé autant d'heures dans le monde de Kingdom Come Deliverance. Ouais. Et j'ai hâte d'en découvrir encore plus en parcourant les salles du musée de l'armée. Bah écoutez, non, même pour moi, j'avoue que c'était un peu une découverte et j'avoue que je ne m'attendais pas à devoir sauter aussi souvent au-dessus de ma chaise en disant « Ah mais, on voit ça, ah mais ça ressemble à ça, ah mais ça ». Je disais « Bon, voilà, ça a l'air pas mal », mais effectivement, il y a un tel souci du détail qui pousse, parfois un peu à la crucherie, mais je trouve que c'est agréable. Voilà, et alors, donc vous pouvez retrouver ces objets avant ou après avoir pratiqué le jeu. Vous pouvez découvrir ce matériel au musée de l'armée, jouer au jeu Kingdom Come grâce à notre partenaire Games Planet, et en plus votre achat permettra de contribuer à la réfection d'un grand espace du musée de l'armée à la I think you mentioned that already. salle de l'Europe. Donc vous jouez, vous apprenez des choses sur la Tchéquie, le royaume de Bohême au XVe siècle, et vous retrouvez des objets du musée d'armée, et en plus vous contribuez aussi à faire une opération de mécénat. I think he said that already also. Just 30 seconds ago he said that. Now he's... Au profit du musée. Voilà, donc on n'a pas perdu notre temps. No, I mean, look, if I had, I don't know, man, 2 hours a week, I don't know how long it would take me to finish this game, but it looks like a fun game. It really does. But I would fail probably at a lot of tasks because, when I play games like this, I get a little crazy. I just start thinking like, you know what? I'll kill, what? I have to work for 5 gold? How about I just kill a couple people and steal their shit? You know what I mean? I know it's not very nice, but je suis un peu un méchant dans les jeux comme ça. Any game, it's like if there's an easy way to cut corners and it involves, doing bad things. Oh, I'm gonna do them. I'm gonna do them. You know why? Parce que c'est un jeu. Alors I can experiment, and not go to jail. Parce que c'est un jeu. Oui, ok, je suis un peu fou, juste un peu. But anyway, it was a good video. The explanation of the armories, the armor and the weapons is very good. It's very good, but it's very different today. I would not want to be in no damn sword fight back in these days because it's not going to be a pretty death. Bon, anyway. Une partie avec the historian. He was the historian. Kingdom Come Deliverance 2. An amazing game, if you ask me. Take care. Peace out. À la prochaine.